thème qui est assez à l'avant-plan aujourd'hui dans les réflexions autour de l'écologie politique et sur les scénarios de transition, et qui met le doigt sur finalement la question de savoir si l'écologie telle qu'elle s'est développée depuis les années 70 n'est pas finalement un truc de blanc qui aurait oublié de mettre en avant toute une série finalement de mécanismes structurels et discriminatoires qui font partie intégrante du problème qu'on essaye de résoudre justement quand on imagine des scénarios de transition. Il y a aussi cette idée de lier finalement la modernité, qui est fort remise en question par la crise écologique, à la colonialité. Est-ce que c'est pas finalement le même mouvement d'oppression et de mise sous tutelle qui a lieu dans les deux cas, au niveau d'une mainmise de l'humain sur la nature et puis d'une mainmise du Nord sur le Sud. Et certains rajouteront des hommes sur les femmes. Et alors là, on touche l'écoféminisme décolonial, duquel je pense que nos orateurs nous parleront aussi sur la bande, en l'honneur notamment du fait qu'hier c'était la journée de la femme et qu'on ne peut pas non plus totalement ne pas faire référence à cet événement majeur dans le cadre du GRIS aujourd'hui. Alors, écologie décoloniale, dont on entend aussi pas mal parler suite à la sortie du livre de Malcolm Ferdinand en 2019, qui a pour titre justement l'écologie décoloniale, et dont j'imagine que nos orateurs vont nous parler. Nos orateurs qui sont Emmanuel Piccoli de l'UC Louvain, qui sont Luis Martinez Andrade, sociologue d'origine mexicaine, et Michel Crucifix, qui est physicien de l'UC Louvain. Alors, je les présenterai un petit peu plus au fur et à mesure des exposés, mais je commence par vous présenter celle qui a accepté de lancer du coup cette table ronde, Emmanuel, honneur aux dames, évidemment, pour aujourd'hui. Donc, Emmanuel Piccoli, qui est anthropologue, spécialiste des Andes péruviennes et professeur en études du développement. Alors, elle mène ses recherches sur les communautés andines en prenant en considération les transformations que traversent ces communautés, telles que le développement de méga-projets d'extraction minière, la mise en place de programmes sociaux et de programmes de développement agricole. Elle dispose également d'une grande expertise sur les questions de pluralisme juridique et politique dans la région andine. Et elle travaille en réseau en collaborant avec des associations internationales et des institutions académiques au Pérou, en Bolivie, mais aussi au Canada, aux États-Unis, en France et en Belgique. Voilà, Emmanuel, je te cède la parole et merci déjà pour ton intervention. Bonjour à tout le monde, merci Charlotte pour cette introduction. Ben oui, on en avait discuté et puis finalement lancé aussi l'idée de parler d'écologie décoloniale, qui est un thème qu'on a abordé à plusieurs reprises dans différents groupes et sous-groupes, j'ai envie de dire un peu du GRIS. Alors je vais vous partager mon écran, j'ai fait un PowerPoint, j'espère que ça n'empêchera pas trop la discussion non plus. Alors voilà. Je vais peut-être commencer. J'avais envie de réfléchir sur l'écologie décoloniale. Et puis, ce qui, moi, me paraît intéressant aussi, c'est de voir comment c'est une perspective qui permet de croiser les violences qui sont faites aux humains et aux non-humains, à partir de perspectives qui séparent moins l'humain et le non-humain, et puis à partir d'une attention aux violences coloniales et postcoloniales qui font partie, disons, de la situation, on peut dire, d'anthropocène, en tout cas de transformation massive du monde par le productivisme. Non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Voilà, donc moi je suis effectivement anthropologue. J'ai travaillé dans les Andes péruviennes. Déjà, je suis allée commencer à travailler là en 2005. Ça m'a permis de travailler et de vivre dans des communautés paysannes et évidemment d'être en contact avec des populations qui n'avaient pas la même séparation du monde entre humain et non humain. Le terme nature, par exemple, est très récent et amené par les environnementalistes. Sinon, on est dans un monde qui est un peu, pour faire bref, surchargé de relations. On est en relation et en négociation avec chacun des éléments de l'environnement. Ça dans des contextes changeants, dans des contextes aussi d'accaparement assez violent de la terre et du sous-sol dans des projets miniers. Voilà, ça m'a ouvert à toutes ces questions, j'ai envie de dire. Donc, j'ai une formation d'anthropologue, je suis professeure en études du développement. Donc, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, développement, mais c'est bien dans le sens de développement durable qu'on entend ici. Donc, en sciences de la population et du développement,
en sciences politiques et sociales, ce qui nous amène à étudier ce processus de développement qui est aussi quand même largement une imposition d'un modèle de production occidentale sur le reste du monde après la Seconde Guerre mondiale. Et nous amène à étudier les processus aussi d'extractivisme, d'imposition politique globale et les résistances et les alternatives à ça. Donc on est vraiment dans une position d'étude et de réflexion sur les possibilités de transformation. Ça nous amène à souvent analyser aussi les processus globaux et prendre du temps, et Michel vient aussi discuter dans mes cours, de discuter, de parler de tout ce qui se joue au niveau environnemental actuellement, et en même temps d'avoir une conscience, je dirais, assez aiguë des dimensions coloniales et post-coloniales des rapports de pouvoir. Et donc, c'est vraiment deux choses qui se posent de manière croisée. Et donc, voilà, je voulais vraiment, voilà, en gros, la présentation, je vous l'ai faite. Ce sur quoi j'avais envie de réfléchir et par où commencer, c'est... il y a évidemment, en partant des bases de la constatation des transformations massives de l'environnement, de ce que parfois je continue à nommer une crise écologique, c'est un peu le terme du GRIS, en sachant que c'est la crise et la transformation la plus aiguë que notre espèce ait connue, donc on est loin d'une crise passagère. Mais donc cette situation qu'on va aussi nommer anthropocène, dans un premier temps, qui est un terme qui me semble intéressant parce qu'il contient un ensemble de discours qui critiquent ce terme. Donc j'utilise le terme anthropocène comme un terme où on va bien évidemment que l'écologie décoloniale critiquait la partie anthropo, hein, tous les humains ne sont pas responsables de la même manière, mais il amène à un débat. Donc cet anthropocène, qu'est-ce que c'est? L'écologie décoloniale et l'attention aux pays du Sud, par exemple, à partir d'études du développement, ça amène à être vraiment particulièrement attentif à l'origine des ressources qui rendent possibles les processus industriels, les émissions de gaz à effet de serre, les transformations des écosystèmes, et d'où viennent ces ressources, qu'est-ce qui est transformé, etc. Et où est-ce que ça se situe? Bien entendu, d'où viennent la majorité des ressources et quelle dynamique d'accaparement on peut voir à l'échelle globale, hein. Ça nous amène évidemment, et ça on en avait déjà discuté au GRIS, notamment autour des présentations plus philosophiques que présentait Charlotte, sur une construction évidemment du rapport à la nature qui est particulière, qui est inscrite dans un récit occidental moderne, cartésien, qui sépare nature et culture et qui, du coup, fait émerger cette idée de ressources naturelles. Donc, l'environnement contient des éléments qui peuvent être traités en ressources dans un processus où ils vont être transformés, marchandisés, et que cette ressource appartienne à une nature et ne sont pas des objets d'interaction et d'interrelation. Hein, ce sont bien des choses séparées, des ressources qu'on peut transformer. Cette vision particulière, elle vient d'un espace-temps, d'un moment et d'une certaine pensée qui va être celle des colonisateurs et l'accaparement massif de ressources naturelles et l'utilisation, enfin, il va vraiment dépendre aussi des processus de transformation dus à la colonisation, alors parfois directement par les ressources qui vont transiter dans les processus de colonisation et parfois indirectement, puisque par exemple la révolution industrielle anglaise, elle est aussi nourrie de l'argent qui vient du commerce des plantations, etc. Donc en fait, on voit comment il y a des rapports en fait inégaux, et ça nous amène à la dimension qui vont être traitées dans les thématiques de l'écologie décoloniale, hein, et dans ce que on nomme dans les études du développement et les études notamment de la dépendance, etc., des économies mondes. Il faut comprendre vraiment le capitalisme comme une économie monde, un ensemble de relations entre des pays qui sont centrés et périphériques et des rapports de pouvoir entre eux, mais aussi une écologie monde, c'est-à-dire que certaines zones vont être particulièrement des zones d'extraction et d'envoi de produits, notamment les produits issus de la plantation, mais aussi des produits d'extraction minière. Hein. L'Amérique du Sud va être vraiment un grand continent d'extraction minière, notamment. Et donc, des zones où il va y avoir massivement ces exploitations qui vont nourrir un modèle particulier, un modèle de production globale. Ça vaut à des échelles continentales, et ça vaut entre des zones qui sont aussi des zones de sacrifice parfois et des zones d'extraction à l'intérieur des pays. Ça se voit par exemple très fort à l'intérieur du Canada, quelles sont les zones d'extraction et les zones vers lesquelles il y a des transformations. Donc c'est ces rapports de pouvoir qu'il est intéressant d'étudier, qu'on va étudier aussi quand on a une approche, une attention à ces dimensions-là quand on approche l'écologie.
parce que ces déplacements ça va signifier l'annihilation de populations humaines et non humaines. Quand on met en place une plantation, mais on détruit la biosphère, on détruit les écosystèmes, pardon, et on déplace, voire on a détruit et assassiné des populations pour prendre ces territoires. Donc les processus d'extraction, ils sont violents envers des personnes qui sont sur des territoires, qui parfois participent, mais souvent sont déplacées. Et donc ça a amené un certain nombre... Oui, il y avait une... Pardon, je croyais qu'il y avait une question. Il y avait un certain nombre de termes qui vont justement croiser dans une logique d'intersectionnalité à la fois les analyses en termes d'environnement, mais d'autres problématiques. Ça, je vais y revenir plus tard avec l'écologie décoloniale proprement dite. Mais de dire, plutôt que de parler d'intersectionnalité, je voulais plutôt parler ici des termes qui vont du coup venir nuancer Anthropocène, que vous avez probablement déjà entendu pour certains. Il y a Anglocène qui va dire, non, ce n'est pas les humains dans leur entièreté qui sont responsables de la situation écologique actuelle, c'est la révolution industrielle anglaise et l'Angleterre et les États-Unis. Non, c'est le capitalisme qui est responsable, il faut nommer ce système avec à très juste titre, et en même temps, il est aussi peut-être intéressant de voir de quelle manière on pourrait peut-être aussi appeler ça un productivisme sain, en incluant les différentes dimensions du productivisme, capitalisme et certaines formes de communisme dans ces transformations massives de l'environnement. Qui ne sont pas les mêmes, mais qui ont une vision de transformation massive et d'exploitation de ces ressources naturelles qui vont générer des processus qui sont décrits globalement par déjà les théoriciens de l'Anthropocène, mais où le terme on nomme autrement. Et alors deux termes qui sont notamment repris par Malcolm Ferdinand, une fois avec Anat Singh et puis Achille Mbembe. Malcolm Ferdinand qui a écrit cet ouvrage Une écologie décoloniale, plantationocène, parfois plantatiocène par d'autres, ou négrocène, qui vont dire mais non, finalement c'est en amont un peu de la révolution industrielle ou avec, parce que ça va la nourrir, qu'il faut voir la grande transformation de notre monde dans la mise en place de la logique de la plantation à l'échelle globale, parce que dans la logique de la plantation, il y a cette violence, cette transformation radicale des écosystèmes, et cette transformation, ce déplacement de population, cet asservissement d'une partie de la population au projet de transformation industrielle dans la plantation. Et donc, dire, mais finalement, ce terme plus juste serait plantationocène. Et Malcolm Ferdinand nomme aussi le négrocène, en prenant le terme d'Achille Mbembe, en disant c'est aussi la mise en cale du monde, la mise en cale dans le bateau négrier, la transformation de populations purement dans l'asservissement, comme en tant que nègre du capitalisme qui marque l'époque. Et donc cette violence-là, elle nomme aussi une violence de transformation de l'environnement et une violence faite à des populations. Il va ouvrir le terme nègre au-delà des populations noires pour mettre tous ceux qui sont dans des situations de domination, de cale du monde. Voilà. Et pour les écoféministes, justement, on en parlait rapidement, il y a aussi androcène, parce que si ici on parle d'écologie décoloniale, effectivement, l'écologie décoloniale va aussi rencontrer l'écoféminisme. Donc il y a la critique des questions écologiques, les questions décoloniales, les questions féministes, une forme de rencontre avec, d'un côté, les féminismes décoloniales, mais aussi avec l'écoféminisme, l'écologie décoloniale et finalement l'écologie décoloniale féministe, puisqu'il y a aussi la négation du care, la négation du soin et la négation des femmes et de l'importance des femmes. Deux choses différentes, mais qui ont été reliées, mais qui sont à la fois différentes. Il est important de pouvoir les voir aussi comme pouvant se réarticuler autrement. C'est aussi cette négation-là qui a créé l'Anthropocène, et donc il y a un certain nombre d'auteurs qui proposent aussi de nommer cette période l'Androcène. Et donc voilà, il y a toute une série de débats contenus dans l'Anthropocène et qui font voir des rapports de force en fait. Et donc ça, c'est un peu le boulot des sciences sociales, à côté aussi de vous, collègues en biologie ou en climato, c'est de voir aussi cette différence-là qui amène aux transformations massives et à l'Anthropocène telle qu'elle est nommée, mais
mais voilà, où les responsabilités sont évidemment très différentes. Et aussi, on voit vraiment des formes de violences qui sont conjointes. Ça, c'est la grande force de l'écologie décoloniale, c'est de nommer des violences conjointes et de dire il faut sortir du système et de ces deux violences. Avec l'écoféminisme, on en a 3. Il faut sortir de ça pour pouvoir proposer un autre modèle, parce que les choses sont interreliées. Et si on n'en sort qu'à moitié, on n'en sort pas vraiment. On pourra rajouter aussi une dimension, je disais, le féminin, la décolonialité. Il y a toutes les questions plutôt de classe sociale, un sens plus classique entre riches et pauvres, qui ne seraient pas tout à fait les questions raciales plutôt contenues dans les questions décoloniales, mais les deux sont évidemment interreliés, sont traités un peu différemment en fonction des auteurs. Mais on voit qu'en fait, c'est changer des rapports de force plus globalement qui est proposé. Donc, je voulais faire un petit arrêt sur la question de la plantation, pour bien vraiment comprendre à partir d'où on réfléchit sur pourquoi la plantation est assez centrale pour comprendre tout ça. Qu'est-ce qu'une plantation et pourquoi penser à partir de ça? Alors, j'aime bien voir que la plantation, c'est le passage de ceci. Si on prend les plantations, par exemple, sur les côtes brésiliennes, qui sont implantées là, c'est vraiment le passage, ou en Amazonie, évidemment, le passage d'un écosystème multiple avec des multiplicités de relations entre du végétal, de l'animal, des bactéries, des champignons, etc. Vraiment une vie extrêmement complexe à l'intérieur d'un écosystème pour une simplification en monoculture. Et l'incarnation même de la première grande plantation et le modèle de plantation tel qu'il va se mettre en place, c'est la plantation de canne à sucre, et c'est un clone. Et donc, on a vraiment passé de la multiplicité des interrelations à un seul clone de la même chose, ce qui va rendre extrêmement fragile, va nécessiter un travail très particulier aussi. Et donc, c'est vraiment radicalement violent par rapport à toute la diversité écologique. Et parallèlement, le système de la plantation sucrière, il se met en place d'emblée avec la traite négrière. Pas après, pas avant, pas en amont, ensemble, quoi. Ça se pense vraiment et ça se met en place, ça se teste d'abord sur les côtes africaines dans l'Empire portugais, et puis ça sera mis en place à grande échelle au Brésil et repris après dans les Caraïbes. Donc c'est le passage de ceci à ceci, mais aussi le passage de l'histoire d'individus, là c'est des photos d'esclaves, mais donc individuellement de personnes qui vont être prises en Afrique avant ceci, et qui ont une histoire personnelle, individuelle, familiale, collective, culturelle, politique, sociale, à simplement des chiffres, des nombres remplaçables. Donc c'est la même violence en un sens qui est faite à toute la diversité environnementale dans ces relations et à toute la diversité humaine dans ces relations, qui est simplement transformée en quelque chose de clonable et de remplaçable à l'intérieur d'une machine de plantation. L'invention de la plantation, c'est l'invention aussi de l'agriculture industrielle. Voilà, donc ça donne à penser largement, et c'est vraiment pour ça que Anat Singh et Malcolm Ferdinand vont insister sur l'importance de penser à partir de la plantation le monde qu'on a créé écologiquement. Donc des violences parallèles, conjointes, finalement semblables, à la fois différentes, évidemment, humain, non-humain, et on met tous les non-humains ensemble là, mais il y a un processus de transformation en ressources ou en main-d'œuvre pure de la vie et des diversités d'existence. Une transformation en marchandise à l'intérieur du capitalisme au service d'un projet de transformation et d'augmentation de la production dans une autre partie du monde, et encore dans une partie de ce monde, puisque parallèlement on a des ouvriers qui sont aussi main-d'œuvre remplaçable, non esclaves, mais dans des situations difficiles également. Ça amène à voir, de penser à partir de la plantation, ce que Malcolm Ferdinand dit globalement dans son ouvrage, c'est que oui, aujourd'hui, écologiquement, on est tous dans le même bateau, on est tous dans le même bateau de la transformation écologique, mais c'est un bateau négrier. Et jusqu'à aujourd'hui, on est dans des positions très inégales à l'intérieur de ce bateau, en fonction qu'on soit sur le pont ou dans la cale, et ça représente un peu le monde dans lequel on est. Et il s'agirait de changer de bateau, en fait, d'arriver à repenser le monde à partir d'un autre bateau que ce bateau inégal qui a été créé, qui est la mise en place du capitalisme mondial à partir puisqu'à partir des colonies américaines, à partir de la plantation, on a vraiment ce grand système capitaliste global qui se met en place aussi. Mais donc arriver à changer finalement ces rapports au monde qui prennent racine dans cette histoire-là.
Et donc, parce que tout ça, ça renvoie aussi à ce qu'en Amérique latine, on va beaucoup parler du modèle extractiviste, hein, avec par exemple Eduardo Gudinas ou Maristela Svampa qui parlent de ça largement. Hein, Nabetnik, elle le résume là, les travaux à la fois d'intellectuels et d'activistes sur la notion d'extractivisme. Finalement, au sein de toutes ces structures économiques globales, il y a des parties du monde qui sont vraiment dépendantes de ce qu'on va nommer un modèle extractiviste, c'est-à-dire l'extraction à grande échelle d'éléments qui soient de la lithosphère ou de la biosphère, à la fois des minerais, à la fois des plantes, etc., qui vont être exportés de ces pays avec peu ou pas de transformation et qui localement produisent des économies d'enclave peu intégrées et très dépendantes des chaînes d'investissement étrangers et qui placent donc jusqu'aujourd'hui des pays d'Amérique latine et notamment le Pérou hein, dans des situations de dépendance par rapport à des chaînes globales de commercialisation sur lesquelles elles ont peu de prise et en même temps qui génèrent des transformations massives des écosystèmes. Vous avez une petite photo de transformation minière, elles sont très nombreuses et donc où des pays sont encore dépendants et placés dans ce modèle d'extraction globale qui vraiment produit un peu cette écologie monde, ce monde où il y a des zones d'extraction massive de ressources. Voilà, j'avais envie de placer un peu un panorama, on pourra continuer à discuter. En gros, oui, c'est penser à partir des Suds. Penser à partir des Suds, ça donne à voir les violences conjointes des modèles, à partir de points de vue aussi où les gains en qualité de vie liés à l'industrialisation ne sont pas forcément visibles ou pas du tout visibles, à partir des populations qui ont peu finalement bénéficier de ces gains, alors peut-être tout de même au niveau de la santé sur différents points de vue, mais où il y a eu aussi beaucoup de pertes par rapport à tout ça. Il y a eu les génocides, il y a eu des disparitions, et donc des disparitions d'écosystèmes, des pertes massives, majeures. Et donc l'écologie décoloniale, c'est penser à partir des Suds et à partir d'autres réalités, et ça donne à voir ça, je pense que c'est très très utile dans le débat global. Ça souligne aussi vraiment la nécessité de penser à changer les rapports au monde beaucoup plus radicalement et sur plusieurs dimensions. Comme je dis, l'écologie décoloniale, mais aussi l'écoféminisme, etc. le fait, mais ça montre vraiment comment les choses sont interreliées, hein, notamment dans cet espace de la plantation, et comment il n'y a pas que des rapports environnementaux purs à changer, mais vraiment des rapports humains là-dedans, et que les choses sont intrinsèquement liées. L'écologie décoloniale aussi, hein, ça j'en ai moins parlé, mais je pense qu'on peut continuer à en parler, je pense que Louise va en parler aussi. Elle porte extrêmement attention à des rapports au monde différents, des rapports au monde qui séparent nature-culture et qui sont plus instrumentaux dans leur rapport à l'environnement. Donc, je vous disais, quand on a l'occasion de vivre ou travailler dans les Andes, on se rend compte que tout est interrelation, que pour, par exemple, faire une mine dans une perspective traditionnelle, il faut faire des paiements à la terre, il faut faire des paiements au sous-sol, et que ça va d'emblée placer dans une relation où on n'est pas tout à fait dans la ressource, on est dans la relation avec des éléments de la biosphère ou de la lithosphère qui sont traités aussi comme des personnes. Et donc, c'est très, très intéressant de penser ça, puisque d'emblée, on a une conscience des limites, puisque l'autre pourrait se venger, etc. Donc, l'écologie décoloniale travaille aussi à valoriser des rapports au monde différents, parce que ces rapports au monde, je pense qu'ils ont l'intérêt largement d'enseigner des limites et la compréhension que tout acte ne peut pas se faire sans qu'il y ait des conséquences, etc. Par exemple, dans cette vision vraiment très, très présente de la relation qu'on a dans les Andes, c'est assez évident. Et donc, l'écologie décoloniale va vraiment travailler là-dessus. Et puis, elle amène à penser, à voir aussi des manières de vivre dans un monde détruit, sur les ruines du capitalisme. C'est tout le travail d'Anna Tsing. Et même si elle travaille aux États-Unis, elle travaille avec des populations marginalisées et elle travaille sur les ruines du capitalisme. Et je pense que ça, c'est intéressant aussi. Malcolm Ferdinand, il met en évidence les marrons, donc les esclaves qui se sont enfuis des plantations, et le rapport au monde qu'ils ont mis en place, le rapport à l'environnement qu'ils ont créé. Et donc, l'écologie décoloniale valorise aussi tous ces savoirs, toutes ces manières de vivre qui sont sinon peu prises en compte et pourtant sont aussi porteuses et intéressantes globalement dans tous les Suds et tous les Nords, j'ai envie de dire, pour faire des grosses catégories. Et voilà, simplement pour terminer cette dia, et puis il en reste une après.
Je pense vraiment, et ça c'est un peu, donc en études du développement, un peu à partir de mes cours que je le pense, en études du développement, j'ai à peu près la moitié de mes étudiants qui sont issus des pays du Sud. Et c'était très impressionnant pour moi de me rendre compte à quel point, par l'écologie décoloniale, la violence de la crise environnementale leur apparaissait plus clairement, l'importance de prendre en compte des dimensions écologiques apparaissait plus clairement parce qu'elle était reliée à ce qui était aussi pour eux la violence première et principale, qui est la violence du modèle colonial et post-colonial, des injonctions développementistes et des multiples injonctions que reçoivent les pays qui sont contradictoires, qui sont violentes. Et qui sont vraiment les premières raisons de révolte à très juste titre. Enfin, c'est de toute façon ce que j'observe. Et donc, l'entrée par l'écologie décoloniale elle semblait essentielle. Et à mon point, ça a vraiment été aussi une leçon pour moi par rapport à mes cours, que c'était beaucoup plus juste, en fait, de commencer par là. Ou en tout cas de l'aborder et vraiment d'en parler. Et que c'est vraiment une dimension absolument essentielle, en fait. Voilà. Et l'écoféminisme avait aussi beaucoup d'importance. Et donc, que c'était vraiment aborder les violences, je parle de violence, mais vraiment aborder la transformation environnementale comme une forme de violence conjuguée à d'autres, de naissance beaucoup plus largement que juste parler des questions écologiques pour les étudiants. Voilà. D'autant plus qu'évidemment, il ne faut pas oublier que évidemment, les violences environnementales, enfin les modifications environnementales actuelles, elles ne rétablissent pas à la justice historique, elles renforcent les violences puisque les zones tropicales sont plus touchées et donc des pays qui ont aussi été historiquement colonisés, touchés par l'extractivisme, les logiques de plantation. Par exemple, les Caraïbes sont plus touchés alors qu'elles ont déjà vécu ces grandes catastrophes et ces grandes crises environnementales de la plantation. Donc, la question, elle se pose doublement encore, puisqu'il y a un renforcement de violence historique par la crise environnementale globale, va toucher plus fortement les zones qui ont déjà été plus fortement touchées également. Ça renvoie aussi, je pense, et il y a vraiment une importance de prendre en compte les paroles d'autres acteurs. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment essentiel. Ça peut paraître un peu sable de le dire comme ça, mais je pense que c'est vraiment une attention à avoir dans la production scientifique. Pour nous aussi, par exemple, à partir de l'UC Louvain, la prise en compte sérieuse des paroles d'observation des transformations environnementales, des paroles de relation à l'environnement, des autres paroles, où il y a beaucoup de choses qui peuvent se croiser, même avec des modèles climato etc., et qui peuvent dialoguer. J'étais très impressionnée, notamment dans le rapport de l'IPBES, il y a vraiment cette attention aux populations indigènes qui existe très fortement. Sur les questions de biodiversité, ils sont nommés et renommés à l'intérieur du rapport, et on voit comment cette attention, elle peut continuer il peut y avoir vraiment, à mon avis, une attention réciproque qui peut se développer et qui me semble vraiment importante aussi dans ces perspectives d'écologie décoloniale. Et pas oublier que l'urgence écologique, c'est aussi quelque chose qui existe déjà pour de nombreuses populations, parce que j'aimais bien le terme, disons, finalement on parle d'effondrement, mais quand on a encore quelque chose à perdre, pour de nombreuses populations, ces effondrements, ils ont déjà eu lieu, et donc là, il y a aussi des choses auquel être attentif finalement, et c'est ce qui est parfois un peu reproché à des manières d'aborder la transition ou l'effondrement qui ne prennent pas en compte ce qui est déjà passé ailleurs. En fait. Donc voilà, je vous ai un peu introduit à ce qui me semblait vraiment essentiel de penser à partir d'autres lieux. J'ai mis simplement quelques ouvrages pour terminer ici, à la fois des ouvrages comme Jean-Philippe Paiement simplement fait une histoire des politiques de développement qui permet de quand même remettre en perspective l'ensemble. Des ouvrages de Malcolm Ferdinand, Anna Tsing, une question sur l'extractivisme, et aussi des derniers d'Alternative Sud, donc publiés par le Centre Tricontinental, l'urgence écologique vue du Sud, avec une série d'articles qui viennent interpeller sur ces questions et que me semblaient vraiment très intéressants également. Voilà, merci. Merci beaucoup, Emmanuelle. En t'écoutant, on comprend encore mieux
pourquoi cette thématique de l'écologie décoloniale s'impose progressivement vraiment comme une dimension inextricable de la transition. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé la punchline de Malcolm Ferdinand, nous sommes tous dans le même bateau, mais c'est un bateau négrier. Je la trouve vraiment, vraiment intéressante, cette métaphore. Nous allons poursuivre la réflexion avec Luis Martinez Andrade. Alors Luis, qui est titulaire d'un doctorat en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales Paris. Il est l'auteur de Religion sans rédemption, Contradictions sociales et rêves, de Las dudas de Dios, Teología de la liberación, Ecología y movimientos sociales en 2015, de Écologie et libération, Critique de la modernité dans la théologie de la libération, de Feminismo a la contra, Entrevistas al sur global en 2019, et de Textos sin disciplina, Claves para una teoría crítica anticolonial en 2020. Il a fait quelques séjours postdoctoraux à l'université, à l'UC Louvain notamment, mais aussi au Collège d'études mondiales, à la Fondation Maison des sciences de l'homme. Et dans ses recherches, il s'intéresse particulièrement à la sociologie de la religion et de la culture, la théorie critique, l'écologie politique, l'histoire mondiale, le marxisme latino-américain et, raison de sa présence aujourd'hui, évidemment, le tournant décolonial. Alors, Louise, je te cède la parole. Je pense que ça va vraiment être complémentaire avec l'approche d'Emmanuel, puisque sur base d'un ensemble de constats évidemment semblables, tu vas ouvrir quelques pistes à partir de la situation en Amérique latine. Et donc, nous sommes très heureux de t'écouter à présent. Bon, bonjour à tous et tous. Je me réjouis déjà qu'il y a cette thématique d'aborder l'écologie décoloniale. En fait, j'avais publié en 2010-2011, c'est-à-dire il y a déjà une dizaine d'années, un article où je montrais justement l'apport de ce tournant décolonial pour étudier la question écologique. Donc, à mon avis, il y a maintenant, après 10 ans, il y a une sorte de blanchissement, même du concept du décolonial. Et donc, mon exposé sera divisé en 3 volets. D'abord, je vais parler un peu sur les traits principaux du mouvement modernité, colonialité, décolonialité de l'Amérique latine. Puis, je vais parler un peu sur l'écologie, que ce n'est pas un discours homogène, c'est très hétérogène. Et finalement, je vais essayer d'aborder certains cas de figure, notamment le mouvement de Santerre au Brésil et le mouvement zapatiste, un mouvement armé, et pour montrer qu'ils sont les étincelles d'un projet éco-socialiste. Bon, d'abord, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de méconnaissances dans l'espace francophone, surtout, de ce que c'est le décolonial. Normalement, si on regarde les journaux qui s'attaquent à l'islamo-gauchisme, blablabla, on dit toujours que c'est un mouvement qui vient des universités nord-américaines, n'est-ce pas? Que c'était une sorte d'approche post-coloniale. Donc, il y a beaucoup de méconnaissances au moins du tournant décolonial latino-américain. Déjà, beaucoup le réduit en question antiraciste, quand ce n'est pas le cas. Bon, depuis, même si la question raciale, elle est ancrée, comme tout à l'heure, Emmanuel nous a expliqué. Depuis plus de 20 ans, un réseau de chercheurs, principalement latino-américains, a développé des outils analytiques à partir d'une approche interdisciplinaire et socio-historique permettant de mieux apprendre les phénomènes de la modernité-colonialité. Plus présent dans les débats anglophones et hispanophones, ces réseaux commencent à entrer de plein pied dans l'espace francophone. Parmi les protagonistes de ce mouvement qui apporte un éclairage nouveau sur la forme moderne, capitaliste et coloniale, nous trouvons des penseurs tels que Walter Mignolo, Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Edgardo Lander, Catherine Walsh, Arturo Escobar, Santiago Castro Gómez, Nelson Maldonado Torres, Zulma Palermo, María Lugones, Benny Mendoza, Ramon Grossfogel, parmi des autres. Je fais référence parce que aussi je trouve une certaine invisibilisation des apports théoriques, comme si quelqu'un a découvert la poudre. Vous voyez, par exemple, on nous dit de penser que Singh ou Malcolm Ferdinand nous invite à penser le monde à partir de la plantation. Bon, ça a été déjà en fait proposé par des marxistes tels que Fernando Ortiz, le cousin Fernando Ortiz, ou même Sidney Mintz. Sidney Mintz en 85 avait publié l'ouvrage Sweetness and Power,
où montrer justement le rôle de la plantation lié au capitalisme. Donc, je trouve déjà même qu'il y a une sorte d'invisibilisation de ces apports. Et beaucoup de gens nous montrent qu'ils ont découvert la poudre. Bon, et en articulant leur réflexion autour du concept de colonialité du pouvoir, il montre les liens entre modernité hégémonique et la conquista des Amériques, la conquête, ainsi que les implications sur la racialisation et, je dirais, je ne sais pas comment on dit ça en français, générisation de género, générisation de sujets, de subalternes, bien sûr. Il est important de dire que ce groupe, ou ce réseau, n'est pas homogène. Il y a des penseurs qui viennent de traditions de pensée très variées. Par exemple, Aníbal Quijano, comme vous savez, il vient plutôt de la théorie de la dépendance, de critique de développementisme, même Arturo Escobar. Ou par exemple, Enrique Dussel, qui vient d'une tradition plus proche de la théologie et de la philosophie de la libération. Le concept de colonialité du pouvoir fue proposé par le sociologue péruvien Aníbal Quijano pour faire référence à une structure de domination et exploitation imposée depuis la conquista des Amériques jusqu'à nos jours. Ce concept fait référence à l'imbrication dynamique des phénomènes économiques et des processus socioculturels de racialisation dans les rapports de pouvoir et de savoir qui se mettent en place à partir de l'époque moderne, c'est-à-dire à partir du XVIe siècle. De façon générale, nous pouvons identifier 3 reconfigurations de la colonialité du pouvoir lors de ces 5 siècles. D'abord, la conquista de l'Amérique et du Caribe, puis la construction de ces États-nations monopolisés par des élites blanches et certains groupes métis, et finalement, comme disait tout à l'heure Emmanuel, à partir de l'hégémonie atlantique, c'est-à-dire à partir de la Seconde Guerre mondiale. En fait, Camilo Cajigas Rotundo nous propose le concept de biocolonialité de pouvoir, justement pour comprendre cette nouvelle reconfiguration de la colonialité de pouvoir et comment, par exemple, la question de la nature est aussi colonisée, par exemple, pour la logique capitaliste, les brevets, je pense aux brevets, et toutes ces sortes de possessions qui ont fait de la connaissance des autres savoirs des communautés indigènes ou non européennes. Nous allons résumer, sans vouloir être exhaustifs, les principales thèses du courant décolonial latino-américain. La première, modernité, capitalisme et colonialité de pouvoir sont des phénomènes étroitement liés. Cela dit, la race, la classe et le gender sont indissociables depuis 1492. La colonialité du pouvoir, de l'être, du savoir, du gender et du faire n'est pas une séquelle de la modernité. Elle est l'élément constituant. Si la colonialité, comme face cachée de la modernité, va de pair avec le capitalisme, alors nous devons concevoir la postcolonialité comme étant la partie constituante et non reconnue de la postmodernité. Comme le rappelait Edward Said, auteur de l'orientalisme, où il analyse l'histoire du discours colonial sur les populations du Proche-Orient. Le postcolonialisme n'implique pas la disparition de vieux modèles de domination, mais bien leur reconfiguration formelle. Si la colonisation représentait l'excès de l'accumulation primitive, la postcolonialité exprime quant à elle les symptômes les plus abjects de l'accumulation par dépossession. En conséquence, les contradictions sont plus aiguës dans les périphéries du système. Pourtant, même si les études postcoloniaux et décoloniales partagent une critique de l'eurocentrisme, leurs généalogies sont différentes. À ce sujet, Walter Mignolo aime employer l'image du potager pour expliquer que les études postcoloniales et les études décoloniales sont comme deux oranges. Oui, deux oranges du même potager, mais quand même deux oranges différentes. Ce point est important car il y a une forte méconnaissance, au moins dans l'espace francophone, sur ces différences épistémiques, mais aussi géopolitiques. 3. La conquista de l'Amérique des Amériques, ontologiquement exprimée dans les ego conquiro, des conquistadores, j'ai conquis, a configuré la subjectivité moderne, c'est-à-dire à partir du XVIe siècle, la volonté du pouvoir de l'Européen déployée au détriment des peuples non occidentaux, a créé une nouvelle toile de fond pour les relations sociales établies dans l'Amérique latine. Et par exemple, je profite pour recommander l'ouvrage de Charlotte, où justement, elle montre dans son ouvrage cette sorte de deux ontologies, l'ontologie de l'être et la ontologie de notre être. 4 points. La différence entre colonialisme et colonialité réside dans ce que le premier fait référence à l'imposition fait par un pays, une nation, un peuple sur un autre. C'est une expérience historique. La colonialité ou la colonialité du pouvoir surgit dans le contexte du système moderne proposé par Immanuel Wallerstein.
Et finalement, impulsé par la dynamique du capitalisme, un type particulier de rationalité instrumentale économique se présente comme la raison par excellence. Cette forme de rationalité a réduit les peuples et la nature à l'état des choses. Ces notions d'état des choses étaient aussi travaillées par Achille Mbembe, mais à partir de l'angle foucaultien. Au 19e siècle, la conquête de l'Afrique. C'est pour cela que j'ai fait toujours différence de post-colonial, parce qu'on essaie, quelquefois même les académiques, mettent dans le même panier tous les sauf. Et par contre, ce tournant décolonial de la pensée latino-américaine, et ça, des fois on l'oublie, est redevable des apports de penseurs tels que José Carlos Mariátegui, Fausto Reinaga, Aimé Césaire, Franz Fanon, Cyril James, Camilo Torres, Oliver Cox, Gloria Anzaldúa, Paulo Freire, Clovis Moura, Silvia Rivera Cusicanqui, mais aussi bien des constellations intellectuelles comme la théorie de la dépendance, la pédagogie de l'opprimé, le black feminisme, le féminisme chicano, le marxisme hétérodoxe et la théologie et la philosophie de la libération. Force est de reconnaître que le courant décolonial est loin d'être homogène, car au sein de cette constellation intellectuelle se trouvent des débats très houleux qui vont de la pertinence du marxisme jusqu'à la construction du pouvoir populaire, en passant par les bilans sur les gouvernements dits progressistes. Et en fait, même quand on parle du féminisme décolonial, on met dans le même sac toutes les différentes généalogies. J'avais fait un travail de recherche où justement j'ai fait des interviews avec certains protagonistes féministes et j'ai étudié les féministes du Sud comme une sorte de constellation qui essaye de mettre en question les féministes hégémoniques ou les féministes blanches, si on peut dire comme ça. Maintenant, passons au deuxième volet. Environnementalisme des riches ou écologisme des pauvres. Dans un article intitulé C'est qu'un arbre peut véritablement cacher, parce que maintenant on est dans cette sorte de la mode de comment les forêts pensent, les arbres, blablabla. Publié en septembre 2020 dans Le Monde diplomatique, le sociologue Franck Coupeau n'a pas tort d'attirer notre attention sur certaines dérives d'une anthropologie dite non anthropocentrique, les thématiques des forêts par exemple, promues par un discours propre à l'environnementalisme des riches. Il est vrai que ce genre d'approche a gagné du terrain non seulement dans les cercles universitaires, mais aussi dans quelques cercles de militantes. Pourtant, il existe un écologisme des pauvres qui, sans renier la dimension mystico-religieuse du mouvement populaire, met en lumière les différents rapports de domination de classe, de race et de genre. Au centre de l'analyse est également réhabilité les valeurs de l'écosocialisme. À ce sujet, j'aborderai les traits anticapitalistes, voire écosocialistes, des mouvements liés au écologisme des pauvres qui s'opposent depuis 100 siècles à la logique extractiviste. L'économiste Jean Martinez-Salier propose le terme d'écologisme des pauvres pour saisir la portée des luttes des populations locales qui s'opposent au modèle hégémonique du développement, représenté aussi bien dans la logique extractiviste que dans la déforestation, comme l'a bien montré Emmanuel dans sa présentation. Ce terme proposé par cet économiste catalan renvoie dos à dos l'évangile de l'éco-efficience, l'écologie technoscientifique, le capitalisme vert et le culte de la naturalité, la sacralisation de la nature des courants New Age des pays riches. Ainsi, Martinez-Salier soutient la thèse selon laquelle la préservation d'un environnement favorable aux espèces vivantes est incompatible avec la logique destructrice et prédatrice du capitalisme, thèse d'ailleurs partagée par l'écosocialisme. Face à cette logique, l'écologisme des pauvres tire des leçons de diverses expériences de résistance. La tradition comme subversion, par exemple, organise le mécontentement social, le présente comme une rupture du continuum de l'histoire et indique des projets alternatifs. En résumé, même si la lutte des opprimés du Grand Sud ne se déclare pas comme étant écologiste, elle contient pourtant une dimension écologique. En saisissant les bras et les corps la question environnementale, les luttes des opprimés montrent que la véritable alternative ne peut pas être réalisée dans le cadre de cette formation sociale, c'est-à-dire comment on va transformer cette navire négrière. Par les voies de vote, on va voter comme ça, et la bourgeoisie va nous laisser prendre le timon. Bon, ce sont des questions qu'il faut répondre. Depuis la conquista de l'Amérique et des Caraïbes, le pouvoir colonial a imposé 3 mécanismes d'exploitation qui, à travers l'expropriation des matières premières, ont conditionné l'essor de l'économie occidentale, à savoir l'accaparement des terres arrachées aux populations indigènes. On ne peut pas comprendre les conflits socio-environnementaux en Colombie ou par exemple au Brésil sans faire référence à la question de la terre.
d'où le régime de monopole et de plantation que Manuel aussi a tout à fait exposé, et l'extraction minière. Ces éléments ont joué et jouent encore aujourd'hui un rôle crucial pour la reconfiguration d'un système économique global qui maintient une grande partie de la population mondiale, surtout dans les pays du Sud, dans une terrible situation d'exclusion sociale permanente. En effet, la dynamique de l'accumulation par des possessions propres au capitalisme a besoin de s'emparer de nouveaux territoires. La privatisation des biens communs, la marchandisation de la recherche, afin d'accomplir la valorisation de la valeur. En suivant les suggestions, et Malcolm Ferdinand, dans son livre très cité, si vous se rappelez, s'attaque beaucoup à ces dictionnaires en disant que ça manque le côté antiraciste. Moi, je trouve un peu exagéré cette attaque de Malcolm Ferdinand. Bien sûr qu'il y a des choses qui ça manque. Par exemple, je disais tout à l'heure, le concept de biocolonialité de pouvoir. Mais même lui, il paraît qu'il ne le connaît pas. Au moins, il est plus intéressé de lire en anglais ou en français. En suivant les suggestions d'Arturo Escobar, pour qui le projet de modernité cache un caractère colonial, Cajigas Rotundo propose de comprendre les nouvelles tendances de la colonialité du pouvoir dans l'actuelle forme de production de la nature, selon le cas du capitalisme post-fordiste qu'on avait tout à l'heure parlé, à partir de la modification des organismes, les brevets. Et maintenant, passons au mouvement populaire, commencement d'une civilisation écosocialiste. Les communautés indigènes, premières victimes de la modernité capitaliste, ont été, dès le début, à l'avant-garde des luttes anticoloniales et anticapitaliste. Inspirés par les révoltes de leurs aînés, les mouvements indigènes paysans, tels que les no-zapatistes au Mexique ou les paysans sans terre au Brésil, se battent non seulement contre la vétuste structure d'exploitation, mais aussi contre les nouvelles formes de domination néolibérale, voire néocoloniale. Il va sans dire que les protagonistes de ces mouvements sont des sujets racisés et genrés, pour que la défense du territoire est liée aux questions sociopolitiques et environnementales. Ainsi, leur demande ne se borde pas à la conservation d'un lac ou à une seule espèce en danger de disparition. Elle vise un autre paradigme de civilisation. On pense notamment à la lutte de Chico Mendes aussi, que ici, la histoire de Chico Mendes, à mon avis, est très, très blanchie en Europe. On oublie que, par exemple, Chico Mendes, qui défendait l'Amazonie, avait derrière lui une tradition où se croisaient trois sortes de traditions en Amérique latine. Il était proche de Euclides Tavora, qui était un militant du Parti communiste. Il était issu des communautés ecclésiales de base, que c'était le travail de la théologie de la libération et d'une écologie des pauvres. Une autre lutte emblématique de l'alliance entre les socialistes et l'écologie qui s'inscrit dans le sillage de l'héritage de Chico Mendes est portée par le plus grand mouvement paysan de lutte au Brésil, le mouvement des sans-terre. Celui-ci devient le sujet de sa propre émancipation en pratiquant une politique offensive de réforme agraire qui consiste à créer des asentamientos, c'est-à-dire occupation de terres, pour développer de nouvelles façons de commerce et de production autogérée. Cependant, le combat du mouvement des sans-terre ne se limite pas à la possession de la terre. Il vise aussi à l'émergence d'une nouvelle société où l'agriculture paysanne, en tant que modèle opposé à celui de l'agrobusiness, sera en harmonie avec la nature. Il n'y aura pas le temps de développer tous les mouvements de sans-terre, que c'était le mouvement important. C'était un pilier de via campesina, ¿no? de la voie paysanne qu'ici vous connaissez, comme plus est né en Belgique, pas loin d'ici, à Mons. Et je pensais également à un mouvement important, que également on cite beaucoup en Europe, que c'est les armées zapatistes de libération nationale. On parle toujours de zapatistes, mais on oublie que c'est finalement une armée. Et le mouvement zapatiste, comme vous savez, est surgi en 1994 pour s'opposer à la ALENA, aux accords de libre-échange. Ce mouvement est animé par des indigènes qui s'opposent à la dynamique de la modernité et à la logique sacrificielle du capitalisme. Ils s'emparent de la tradition, toutes les luttes anticolonialistes depuis le XVIe siècle, mais aussi des armes, la lutte de guérilla, non? Tout l'héritage du castrisme et du Che Guevara, et même du maoïsme, pour nous proposer un autre horizon civilisationnel. Si le mouvement zapatiste reste une référence obligatoire des luttes anticoloniales et anticapitalistes, ainsi que des discussions sur l'autonomie, la défense du corps, territoire, cher ou l'écoféminisme,
et à la décolonisation de la rébellion, c'est parce que très tôt, les zapatistes ont considéré les femmes indigènes comme des sujets politiques. C'est pourquoi la loi révolutionnaire des femmes de l'armée zapatiste a marqué un tournant dans l'histoire des mouvements de guérilla en Amérique latine. Publiée en décembre 1993 dans El Despertador, cette loi reconnaît les droits des femmes au sein d'un groupe insurgé. Grâce au travail réalisé par la commandante Ramona et la commandante Susana dans la préparation de cette loi, le mouvement zapatiste s'est doté d'une arme indispensable pour la lutte contre le patriarcat. Les femmes indigènes ont été reconnues comme sujets politiques. On regarde aussi que dans le mouvement zapatiste aussi est derrière de tous ces nouveaux apports d'un féminisme décolonial ou des femmes de couleur, mais qui n'oblitera pas la question de la classe. Fidèle à son ethos rebelle, vif et indocile, le mouvement zapatiste a organisé en mars 2018 les premières rencontres internationales politiques, artistiques, sportives et culturelles de femmes en lutte. Ça, c'est important. Femmes en lutte. Le but était de continuer à tisser entre elles les résistances face aux politiques de dépossession et d'extermination menées par les gouvernements successifs. Face aux cynismes symptomatiques de notre époque, tandis que beaucoup des intellectuels bien pensants célèbrent la victoire électorale d'un nouveau contre-maître, les zapatistes continuaient à lutter pour une organisation en bas et à gauche. En effet, depuis la 6e déclaration de la forêt de la Candona, les zapatistes ont dit très clairement ce qu'ils et elles pensent de la politique pratiquée par les politiciens traditionnels. Il n'est donc pas surprenant qu'en 2014, le sous-commandant insurgé Moïse ait affirmé, j'ouvre la citation, « Nous, autres, femmes et hommes, pensons que les conjonctures qui peuvent changer le monde trouvent leur origine non pas dans les calendriers des puissantes, mais sont créées par le travail quotidien, persévérant et sans relâche de celles et ceux qui choisissent de s'organiser au lieu de suivre la mode du moment. La véritable transformation ne passera pas par un changement du gouvernement, mais d'une nouvelle relation entre le peuple qui gouverne et un gouvernement qui obéit. Je vais faire la citation. C'est précisément ce caractère rebelle du mouvement zapatiste qui lui a valu l'éloignement de certains intellectuels, dont la plupart s'étaient d'ailleurs enquistés dans la bureaucratie universitaire, car il était sûr leur mot d'ordre, créer un parti électoral, comme le recommandaient colonialement certaines universités de coloniaux. Observons donc que la pratique des mouvements paysans en terre au Brésil et dans le monde zapatiste articule la double fracture coloniale et environnementale de la modernité chère à Malcolm Ferdinand. Et finalement, bon, je voudrais tout simplement dire que l'écosocialisme est un courant de pensée et d'action écologique qui fait sien les acquis fondamentaux du marxisme, tout en les débarrassant de ces scories productivistes. Et pour l'écosocialisme, les modes de production, mais également les modes de consommation capitaliste est écocide. Il faut se rappeler que les derniers Marx ou les Marx tardifs et tout cet échange épistolaire avec les populistes russes, non? Et surtout la notion de métabolisme social. Donc, on pourra rapprocher à Malcolm Ferdinand que ça manque ces notions importantes dans son livre. Mais bon. Y c'est pour cela qu'à mon avis, la question du système capitaliste s'efface. Et deuxième point, le progrès du capitalisme est dangereux pour la survie de l'espèce humaine, et car la rationalité capitaliste est aux antipodes de la rationalité environnementale. Dans son dernier ouvrage, Figure de communisme, le philosophe Frédéric Lordon appelle de ses voix à un intent de lutte, afin que les luttes sortent de leur régime de séparation. C'est-à-dire, oui, on est dans la navire négrière, mais des fois, on trouve les féministes de son côté, les écologistes de son côté, les antiracistes de notre côté. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment faire une sorte des alliances? À mon avis, c'est important, justement, si vous transformez cette navire négrière. Mais également, Lordon attire notre attention sur les dérives de cet environnementalisme de riches, ou cette de colonialité essentialiste, à l'occurrence, de certains philosophes comme Emmanuel Cocha ou Paul Béatrice Preciado, qui, soit pour célébrer les arts ou la liberté au sens libéral du terme, n'hésitent pas à collaborer avec les institutions comme la Fondation Cartier ou Gucci, qui sont des piliers de la modernité colonialité réellement existante. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Louise, pour cet exposé très riche. J'épingle quelques petits points qui ont attiré mon attention, même si je ne pourrais pas les épingler tous. Mais en tout cas, bon, l'attention avec laquelle tu as commencé en nous invitant à faire attention à ne pas retomber finalement dans une approche coloniale de l'écologie décoloniale en finalement poursuivant avec des mécanismes d'invisibilisation et au contraire à vraiment faire attention à rendre visibles les racines culturelles et idéologiques de ce mouvement qui effectivement pour une série de raisons qui nous échappent en partie s'impose comme un concept clé alors que ça fait effectivement très longtemps qu'il était déjà présent, voire en germe, voire avec des mots parallèles déjà présents en tout cas dans l'intuition, dans pas mal de courants en Amérique latine et dans d'autres pays dans d'autres endroits du Sud global. Donc ça, je pense que c'est un aspect important. Bon, également l'insistance sur la nécessité de s'engager dans la construction collective d'un autre paradigme de civilisation et de fédérer les enjeux et les combats et les grilles de lecture pour une vision la plus intégrative possible qui permette voilà, de générer ce que les écoféministes appellent de l'empowerment. Et puis ces quelques exemples que tu nous donnes qui sont inspirants autant en termes de courants qui ont et qui peuvent encore aujourd'hui inspirer cette création d'un nouveau paradigme civilisationnel qu'en tant qu'initiative existante aujourd'hui qu'on peut connaître, qu'on peut étudier, desquels on peut tirer des enseignements, que ce soit le mouvement zapatiste, donc le ZLN, le mouvement décentaire, mais aussi tout ce bagage de la théologie de la libération, du marxisme, les différentes formes qu'il a pris, notamment en Amérique latine au XXe siècle, et l'écosocialisme, évidemment, un courant qui gagne à être mieux connu. Donc voilà, merci beaucoup pour tous ces éléments sur lesquels on pourra évidemment revenir pendant le débat. Et je passe maintenant la parole à Michel Crucifix. Michel, qui est donc physicien formé à Namur avant d'entreprendre une thèse sur la physique des cycles glaciaires interglaciaires à l'UC Louvain, une thèse qu'il a défendue en 2002. Il s'est alors expatrié quelques années en travaillant pour le Hadley Center, un centre de recherche britannique mandaté pour étudier le changement climatique et ses conséquences. Et de retour en Belgique en 2006, il poursuit une carrière au sein du monde académique, d'abord comme chercheur qualifié et maintenant directeur de recherche du FNRS. Il enseigne par ailleurs la météorologie, la physique du climat et les techniques de simulation numérique à l'UC Louvain. Et son exposé s'intitule « La question des inégalités épistémiques ». Vous voyez mon écran? Oui, très bien. Oui, très bien. Bon, voilà. Donc, oui, Charlotte, comme Charlotte vient de vous le dire, moi j'ai une perspective de climatologue ou de physicien. Donc, mon objet d'étude est le système climatique. Donc, a priori, tiens, on se dit, voilà, on est sur du velours parce qu'on est sur un sujet d'étude objectif. On va étudier quelles sont les conséquences, par exemple, des émissions de CO2 sur la température. Donc, tout ça a l'air d'être un cas de sciences naturelles relativement bien stable. Et on se demande ce que le colonialisme peut bien avoir à faire là-dedans. Et je vais vous montrer qu'il rentre de deux façons. Une première façon que j'ai un petit peu étudiée avec une philosophe qui a fait un postdoctorat à l'UC Louvain, Julie Gebel. Et puis un autre aspect qui est entré dans mon équipe de recherche plus récemment et qui suscite quelques inquiétudes chez moi, donc je voulais la partager avec vous. Donc, premier point, on va partir sur un graphique un peu chargé, ne vous inquiétez pas. On va discuter de quoi il s'agit. Donc, une des choses qu'étudient les physiciens qui s'intéressent au climat sont les conséquences, comme je vous le disais, d'une augmentation de la concentration en gaz à effet de serre, en particulier le CO2, sur une quantité, enfin sur l'état de la planète, on va dire, en tout cas l'état de l'atmosphère et des océans, et qu'on a tendance à résumer avec une quantité bien connue, c'est l'élévation de température moyenne globale, plus exactement de la moyenne globale de température à la surface de la Terre. Donc ça, c'est une quantité clé parce qu'elle a notamment servi
pour, par exemple, écrire les accords de Paris. Hein, quand on vous parle d'émettre, de limiter les émissions de telle façon à ce que la température globale moyenne de la Terre ne s'élève pas au-delà de, bien en dessous de 2 degrés, si possible 1,5, c'est ce chiffre-là auquel on fait référence. Alors, si vous voulez, cette négociation n'a de sens que si on peut établir une correspondance entre la concentration de dioxyde de carbone et la température. Hein, si on se donne une cible en température, on peut la convertir en cible de concentration et a fortiori en cible d'émission que si on connaît ces relations. Alors, il se fait que cette relation n'est pas parfaitement connue. Et une façon d'étudier, c'est d'examiner des situations climatiques anciennes. Et ça a été mon métier pendant longtemps, quand j'expliquais que je travaillais sur les cycles glaciaires et interglaciaires. Ce sont des fluctuations climatiques naturelles du passé que l'on étudie. Mais alors, on peut également réaliser de la simulation numérique. Donc, on met en place des modèles numériques du système climatique qui sont très coûteux en temps de calcul, qui sont coûteux dans leur développement et qui sont coûteux dans leur mise en œuvre. Alors, coûteux dans leur développement, au Hadley Center, où j'ai travaillé quelques années, pour donner une idée quand même, c'est à peu près une centaine de personnes qui sont attachées au développement d'un modèle comme celui-là. Le modèle en lui-même fait 2 millions de lignes de code. Ça vous donne une petite idée. L'ordinateur qui, à l'époque, en tout cas en 2004, quand je travaillais là-bas, fait tourner ce modèle, il consomme 1 mégawatt d'électricité. Donc, c'est juste pour avoir quelques idées. On parle ici, c'est pas des choses qu'on fait dans sa chambre d'étudiant. Hein. On parle ici de projets qui sont massifs. Alors, il y a un certain nombre de projets comme ça de par le monde, donc de simulation numérique du climat. Et toutes les barres que vous voyez ici, si vous parvenez à voir ma souris, ce sont des modèles, des simulateurs climatiques qui existent à travers le monde. Donc, ces acronymes, alors je ne vais pas tous vous les citer, ça n'a aucun intérêt, mais par exemple, Miroc, c'est un modèle japonais. Le Japon était très fier de pouvoir, à l'époque, en 2002, mettre sur pied l'ordinateur le plus puissant du monde utilisé à des fins civiles, donc non militaires, s'appelait le Earth Simulator. Et donc, cet ordinateur était utilisé pour calculer les tremblements de terre, mais également pour moitié le climat. IPSL, c'est un modèle français. CNRM, c'est un modèle de Météo France, donc français également. AGEM, c'est le modèle anglais. Voilà un modèle canadien, etc. Et donc, ces modèles vous font des prévisions qui sont un peu différentes. Alors, certaines de ces prévisions vous disent que si vous doublez la concentration CO2, vous élevez la température d'1,8 degré. Certains vous disent que vous l'élevez de 5,6. Donc, vous voyez, d'un modèle à l'autre, ça varie un petit peu. Pour toute une série de raisons qui sont relatives. On sait pourquoi ces modèles ne donnent pas les mêmes prévisions. On ne sait pas quels modèles sont les plus justes, même si on a des bonnes raisons de penser que la vérité doit se trouver autour de 3 degrés. Alors, l'élément sur lequel je voulais vous emmener maintenant, c'est qu'indépendamment de tous ces modèles, donc vous voyez qu'ils sont nombreux, et voilà, il y a un capital, là, il y a un capital financier, un capital humain qui a été investi pour ces prévisions. Il y a quelques éléments robustes qui sortent. Et un de ces éléments robustes, c'est que quand on vous parle d'1 degré d'augmentation, donc c'est le graphe du dessus ici, 1 degré d'augmentation, ça ne veut pas dire 1 degré partout. Ça veut dire moins, par exemple, sur les océans australes, en général plus sur les continents, et les élévations de température maximales sont dans les régions arctiques, pour toute une série de raisons que les climatologues commencent à bien comprendre. Mais l'autre élément qui m'intéresse ici pour cet exposé, c'est qu'un degré de réchauffement, ça a également des conséquences sur toute une série d'autres aspects du système climatique, et en particulier les distributions de précipitations. Et grosso modo, et à nouveau, je dois faire un peu court, je vais essayer de ne pas tomber dans le piège de parler plus vite pour mettre davantage d'informations. Je vais simplement essayer de dire moins de choses. Lorsque vous augmentez la température moyenne globale de la Terre, vous avez également tendance à renforcer les précipitations là où elles sont déjà abondantes et à les diminuer là où elles sont moins. Donc, par exemple, des régions semi-arides comme le pourtour méditerranéen ou comme le sud de l'Australie recevront 10% de moins de précipitations si on augmente la température d'1 degré et grosso modo 20% si on augmente de 2 degrés, avec quelques régions très problématiques qui échappent à cette règle, notamment comme l'Amazonie. Donc ça, c'est un des points inquiétants parce que c'est ce qui menace en gros l'avenir de la forêt amazonienne dans un scénario de changement climatique, sans compter les questions de déforestation qui viennent s'ajouter au changement climatique. Bon.
Alors, l'autre point sur lequel que j'aborde ici, et je n'ai pas résisté à la tentation de mettre le graphique, même s'il est probablement un peu chargé, c'est l'idée que lorsque vous émettez du gaz à effet de serre, du CO2, alors c'est pas vrai pour le méthane, c'est pas vrai pour les hydrofluorocarbones, mais c'est vrai pour le CO2. Donc si vous émettez du CO2, il va rester dans le système très longtemps. Donc en gros, après 2000 ans, vous avez encore 30% des émissions qui sont dans l'atmosphère. Après 40 000 ans, vous en avez encore 10%. Ça veut dire en gros qu'à l'échelle humaine, les émissions sont cumulatives. Voilà. Donc ça, ce sont deux choses, une distribution géographique et le caractère cumulatif des émissions. Alors ça pose deux questions éthiques, en tout cas par rapport aux enjeux de la justice climatique. La première, c'est que les responsabilités sont historiques. Alors voilà ici un graphe qui a été préparé par Global Carbon Project, qui est ce qu'on appellerait en français une ASBL, une association sans but lucratif, mais qui récolte des informations fiables et dont le travail est sérieux. Mais aujourd'hui, par exemple, le plus gros émetteur, alors je ne vais pas prendre le cas de 2021 et 2020 qui sont un peu particuliers à cause du Covid, mais prenons 2019. Le plus gros émetteur en 2019 est la Chine, en partie parce qu'ils produisent aussi des matériaux qui sont consommés ici. Mais si on regarde l'ensemble des émissions cumulées, depuis par exemple 1850, eh bien, les plus gros émetteurs sont de loin l'Europe et l'Amérique du Nord. L'Afrique, voilà, ici en bleu, est historiquement un émetteur très faible. Donc ça, c'est un aspect bien connu de déséquilibre géographique ou d'injustice géographique, au sens où les conséquences du changement climatique vont se manifester avec beaucoup d'acuité dans les régions intertropicales et subtropicales, alors que généralement, ce ne sont pas les responsabilités historiques ne s'y trouvent pas. Voilà, donc ça c'est bien connu. Donc il y a une vulnérabilité des pays économiquement les moins avancés. Il y a un peu de texte ici, si on définit la vulnérabilité comme étant le rapport entre les impacts directs et la capacité de réponse. Il y a différentes définitions de la vulnérabilité. On sait que la hausse du niveau des mers va toucher les régions côtières très peuplées, les îles. Les vagues de chaleur meurtrières et réellement meurtrières, on ne parle pas ici uniquement des vagues de chaleur telles qu'on les a connues en France en 2003 ou dernièrement, on parle de vagues de chaleur qui dépassent les limites d'adaptation physiologique. On utilise en météorologie un indice qui est la température et thermomètre mouillé. Et là, vous avez quand même des vastes régions dans le nord de l'Inde et dans l'est de la Chine notamment, qui sont telles que le changement climatique qui devient intolérable. Et puis une réponse hydrologique explosive et qui touche évidemment les pays de façon inégale. Prenons une même tempête tropicale. Elle n'a fait pas les mêmes dégâts à Haïti qu'en Floride, alors que ces deux pays sont, en tout cas à l'échelle du climateur, ils sont voisins, simplement parce que, évidemment, les capacités des infrastructures ne sont pas conçues de la même façon et les capacités de réponse et d'organisation ne sont pas les mêmes non plus. Donc là, jusqu'ici, je ne vous apprends rien de nouveau, mais enfin, c'est bon d'avoir ça en tête, parce que quelque part, c'est un des premiers aspects bien connus d'injustice climatique. Alors, il y a une question d'injustice générationnelle. Les émissions d'aujourd'hui se cumulent dans le temps, donc elles déterminent l'amplitude du changement climatique de demain. Donc, une autre façon de le résumer, c'est que les choix d'aujourd'hui contraignent les choix de demain. Je lis un peu mes transparents, mais ça aide aussi à tenir le fil. Bon, maintenant, l'autre point sur lequel je voulais intervenir aujourd'hui, c'est une question beaucoup moins connue, qui est l'inégalité épistémique. Épistémé, je ne fais pas injure aux philosophes qui nous écoutent, mais ça a à voir évidemment avec la connaissance. Donc la connaissance que l'on peut avoir n'est pas la même selon qu'on soit au nord ou au sud. Alors, la connaissance ici, je veux dire, la phrase est à lire à deux niveaux différents. D'une part, l'expertise a tendance à se trouver davantage dans les pays avec des grosses infrastructures de recherche et avec des historiques aussi de recherche. L'expertise n'est pas répartie de façon homogène, mais quelque part, la connaissance que l'on a sur les différentes régions n'est pas égale non plus. En d'autres termes, lorsqu'on étudie le changement climatique, du fait que l'expertise a tendance à se trouver au nord, on a tendance à étudier des sujets liés au
au changement climatique qui concernent plus directement le Nord. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a eu une quinzaine d'années, il y a eu un film hollywoodien qui a popularisé l'idée que le changement climatique pourrait avoir un impact sur la circulation nord-atlantique. Et dans les médias populaires, on parle parfois d'arrêt du Gulf Stream. Ce n'est pas si simple, mais enfin, vous voyez l'idée. Donc le Gulf Stream, alors évidemment, dans ce film hollywoodien qui s'appelle Le jour d'après, on met en scène une catastrophe sur New York et puis sur l'Angleterre. Bref, on parle bien de région du Nord. Alors, les choses ne se passeront évidemment jamais comme dans ce film hollywoodien, mais en revanche, il est bien vrai que les variations de circulation de l'océan Atlantique Nord sont un sujet de préoccupation dans le cas du changement climatique. C'est un sujet de préoccupation grave pour lequel une réponse en termes d'infrastructures de recherche a été apportée. Donc, il y a eu des projets coûteux je vais faire du mauvais franglais, de monitoring, de surveillance de la circulation nord-atlantique, de modélisation, qui ont mobilisé des deniers européens, norvégiens, donc ce sont des projets extrêmement coûteux. Maintenant, on peut se poser la question de savoir si on développe des sujets similaires pour répondre à des préoccupations liées au changement climatique en Afrique, par exemple. Alors, c'est probablement pas le cas. Donc, il est probablement vrai de dire que les moyens dégagés ne sont pas les mêmes. Et au-delà de ça, il y a un effet peut-être plus pernicieux, qui est que lorsqu'on développe ces programmes de simulation extrêmement coûteux, normalement, ce sont des modèles qui adressent l'ensemble de la planète. Ça s'appelle des GCM, des Global Climate Models, ou des modèles de circulation générale. Donc, en principe, ils couvrent toutes les régions du monde. Mais ce sont des modèles qui sont tellement compliqués qu'ils doivent passer par une procédure de vérification, de validation et d'ajustement qui elle-même est très longue. Une partie du travail que je faisais au AD Center consistait à vérifier toutes ces lignes de code, vérifier que les résultats étaient corrects. Et donc, lorsque vous êtes, par exemple, en Grande-Bretagne, que vous êtes mandaté par, dans notre cas, c'était d'une part le ministère de l'Agriculture et d'autre part le ministère de la Défense, mine de rien, pour avoir un modèle qui fonctionne bien, et lorsque vous devez démontrer à votre source de financement que vous avez fait du bon travail, vous avez une tendance naturelle à présenter les résultats de ce modèle sur des cibles qui intéressent plus directement votre source de financement. Et donc ici, on montrait combien le modèle fonctionnait bien sur les îles britanniques, tout simplement. Donc ça veut dire que le modèle va avoir tendance à être un peu mieux ajusté pour répondre à des préoccupations qui sont liées aux sources de financement. Et donc, d'où cet appel. Et alors, c'est quand même intéressant parce que ce sont tous des membres du Hadley Center ici, et 4 seniors étaient mon N+1 à l'époque. Donc, ils disent, voilà, nous travaillons sur ces modèles et il faut apprendre à évaluer ces modèles en prenant quelque part un point de vue africain. Donc, ils insistent. Alors, je ne sais pas si le partage d'écran est suffisamment fiable pour que vous puissiez lire, mais aucun des modèles de circulation générale aujourd'hui a été conçu en Afrique. Et par ailleurs, et alors si vous lisez tout, on ne va pas le faire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour ici, mais en gros, les cibles de validation ont tendance à être moins soignées pour l'Afrique pour 2 raisons. Pour la raison que je vous ai évoquée, et puis pour une autre raison, qui est qu'historiquement, il y a moins d'observations. Les relevés météorologiques sont beaucoup plus nombreux, plus denses en Europe, et puis dans une moindre mesure en Amérique du Nord, qui ne le sont en Afrique, typiquement. Donc ça, c'est une question d'inégalité épistémique. Donc une double inégalité, l'expertise n'est pas représentée partout, et puis d'autre part, la connaissance a tendance à se focaliser sur des enjeux du Nord. C'est ce que je résume ici avec mon transparent. La science climatique est dominée par les pays les plus avancés. Alors, je me suis permis de prendre un raccourci. Je suis sûr que la phrase est critiquable. Donc, dans le choix des sujets d'études, dans le calibrage des modèles, dans la perception et la communication du risque climatique. Et les observations sont principalement disponibles dans les pays les mieux équipés. Alors, quelles sont les réponses à cette injustice climatique? Alors, dans une bonne mesure, on peut quand même faire amende honorable et dire que les instances internationales constituent quelque part au moins un élément d'équilibrage. Donc si je pense au GIEC, donc le groupement intergouvernemental d'experts sur le changement climatique, et puis les conventions cadres, comme l'UNFCCC, donc la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique,
peut quand même les voir comme des éléments d'équilibrage, d'une part par le fait qu'elles mettent en avant une représentation de l'ensemble des pays membres des Nations Unies, et puis d'autre part qu'elles commentent toute une série de rapports qui examinent en tout cas le changement climatique sous différentes facettes, et ça incite les différents intervenants à analyser, on va dire, le changement climatique sous toutes ses coutures. Et également des éléments, je vais dire, indépendants de cela, le fait qu'on soit rentré par exemple dans une ère satellite depuis les années 50 font que les observations ont tendance à être plus globales. Le satellite, il ne s'arrête pas au-dessus de l'Europe pour faire des photos précises, il nous aide à avoir des reconstructions qui sont globales. Cependant, au-delà de ça, avec Julie, on s'est posé quand même des questions de savoir si on pouvait, s'il y avait des éléments de réponse plus structurels encore dans les pratiques d'organisation de la recherche à apporter. Alors, je viens en fait juste d'écrire ce slide un peu rapidement pendant les présentations des autres, donc je n'exclus pas des fautes de frappe, mais c'est parce que Charlotte, tu me proposais de faire le lien notamment avec la journée de la femme d'hier, et il se fait que Julie est fort intéressée également par des questions d'écoféminisme et d'épistémologie féministe également, et nous avons trouvé dans les travaux de Harding une source d'inspiration en tout cas pour nous positionner sur cette matière de changement climatique. Alors, je m'explique. Dès que vous choisissez le choix d'un sujet scientifique, en soi n'est jamais neutre. Ça veut dire que dès qu'on aborde un sujet, certainement un sujet aussi complexe que le changement climatique, même si on le fait de façon déontologique, si on respecte une série de critères qui font en principe qui font partie de l'identité de la recherche académique, comme le désintéressement par exemple, dans la pratique, on pose toute une série de choix qui impliquent ce qu'on appelle des valeurs non épistémiques, c'est-à-dire des valeurs qui ne procèdent pas uniquement en soi de la recherche de connaissances, mais qui traduisent un contexte. Donc, lorsque j'expliquais tout à l'heure qu'on va avoir tendance à calibrer le modèle du AD Center parce qu'on veut continuer à assurer notre financement auprès du ministère de la Défense, ben là, on est conduit à poser des choix qui sont influencés par un contexte. Et c'est inévitable. Sur des sujets aussi compliqués que ceux-là, il est inévitable d'échapper à ces valeurs, à ces jeux de valeurs. Donc, quelque part, agir en bon scientifique, a priori, n'est pas suffisant. Et les épistémologies féministes, et notamment, alors je suis un peu embêté parce que j'ai oublié son prénom, donc je vais continuer à l'appeler Harding, a introduit le concept d'objectivité forte. Et l'objectivité forte, c'est l'idée qu'on peut, on doit abandonner l'idée de faire une science qui soit dépourvue de valeurs non épistémiques. En tout cas, sur des sujets comme ceux-là, c'est tout simplement pas possible. Donc, il faut s'arranger pour que les points de vue différents soient représentés. Et alors, j'ai repris ici la phrase en anglais telle qu'elle apparaît dans un article qu'on a soumis dernièrement. Donc, mais je l'ai laissé en anglais, et comme ça, vous verrez que je me permettrai une traduction libre avec mon français à moi. Hein, donc, l'existence même d'une diversité sociale, on pourrait dire une diversité géopolitique ou une diversité, ou une diversité au sein du monde, hein, ou une diversité dans l'anthropocène, appelez-le comme vous voulez, eh bien, nous oblige, ou en tout cas implique qu'il faut absolument penser avec la perspective des vies qui sont soit marginalisées, soit sous-représentées. Donc, alors là, on peut imaginer, par exemple, quand je dis on peut imaginer, c'est qu'avec Julie, on a réfléchi à ces questions sans vraiment aboutir à une conclusion. On peut imaginer qu'effectivement, on doive introduire dans les comités d'évaluation ou les comités de pilotage ou les comités stratégiques de grands centres de recherche davantage alors soit de diversité sociale ou soit en tout cas de représentation d'intérêts différents au sein du monde. Maintenant, au-delà de ça, il y a ce que j'appelle l'éléphant dans ce qu'on appelle communément l'éléphant dans la pièce, donc la chose dont on n'a pas parlé jusqu'ici et qui va peut-être bouleverser notre perspective dans les années suivantes,
qui est la question de la géo-ingénierie ou l'ingénierie climatique. Alors, je vous en touche un mot maintenant. Donc, ce qui semble la bonne solution a priori pour faire face aux défis climatiques, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que c'est à nouveau, et ces gaz à effet de serre s'accumulent et posent des dommages qui sont sérieux et des risques également qui sont quasiment existentiels. Alors face à ces risques dits existentiels, on peut se demander de quelle existence il s'agit, mais enfin en tout cas certainement sur d'une part les populations vulnérables et finalement l'ensemble des populations du monde. Eh bien dans les années 80, on germait l'idée, notamment chez le chimiste Paul Crutzen, qui est prix Nobel de chimie au passage et qui est décédé il y a quelques semaines, l'idée d'introduire au niveau de la stratosphère du SO2, donc en gros des sulfates, du dioxyde de soufre, qui, notamment de par ses réactions avec les photons, va se transformer en acide sulfurique. Et l'acide sulfurique lui-même va faire écran et donc réfléchir une partie de l'énergie solaire. Alors c'est quelque chose qui est a priori extrêmement problématique parce que excusez-moi, j'ai entendu la sonnette et je me demandais si on ne m'appelait pas. Donc, c'est a priori très problématique parce que, d'une part, vous ne résolvez pas le problème de fond, donc vous traitez le symptôme, c'est comme prendre du paracétamol quand vous avez mal à la tête. Alors, ça peut suffire si vous savez que le mal de tête est transitoire, mais ça ne suffira pas s'il y a un problème plus fondamental. Vous ne résolvez pas notamment, par exemple, les effets du CO2 sur l'acidification des océans. Et puis, quelque part, vous risquez de vous enfoncer dans une impasse, parce que si vous continuez à émettre du CO2 et puis que vous émettez ces particules au niveau de la stratosphère, il faut savoir que ces particules retombent après un an ou deux, et donc vous êtes condamné à en émettre toujours plus. Donc c'est une dépendance dangereuse. J'ai pendant longtemps pensé que c'était une proposition de science-fiction qui n'intéressait personne. Et il se fait que de plus en plus, on en parle. Et donc le cadre de le cadre juridique, donc de droit international, devient de plus en plus mis à l'épreuve de ces questions. Donc les gens se posent la question de savoir qui pourrait se permettre de le faire. Il y a de plus en plus de colloques associés à ces questions. La semaine dernière, j'ai été à un colloque sur cette question de géo-ingénierie. C'est une question qui est étudiée de façon extrêmement sérieuse et approfondie, notamment dans les départements de défense. Et donc, on n'est plus aujourd'hui en mesure d'exclure la possibilité qu'un jour, un État qui serait, par exemple, soumis à des dommages extrêmement sévères associés au changement climatique décide de façon unilatérale de poser une action de géo-ingénierie. Et à quoi j'ai également assisté, c'est que notamment depuis les accords de Paris, où on propose une cible nettement en dessous de 2 degrés, voire d'1,5 degré, 1,5 degré, eh bien on voit fleurir dans la littérature toute une série d'études qui, actant du fait que vraisemblablement on n'arrivera pas à cet objectif de 2 ou de 1,5 degré en réduisant les émissions de CO2, il va falloir se le faire avec de la géo-ingénierie. Donc voilà ici une copie d'écran d'un article. Évaluer les propositions de géo-ingénierie dans le contexte des cibles de température associées à l'accord de Paris. Je pourrais vous montrer comme ça 4-5 papiers sur la question. Et si vous examinez les auteurs, vous verrez systématiquement que ce sont ici Angleterre, Allemagne, Norvège. Donc ce sont dans l'immense majorité des cas des auteurs de pays du Nord. On pourrait dire parce que principalement l'expertise s'y trouve. Alors, il y a de la littérature également qui vient d'Inde. Lorsqu'on investigue un peu, en fait, elle vient d'une élite très proche du pouvoir. Donc, il faut savoir que ces questions de géo-ingénierie sont en train de devenir extrêmement présentes dans les débats contemporains et, à mon avis, posent le débat grave d'une action unilatérale et risquée sur le changement climatique qui peut-être pourrait être interprétée comme étant finalement une appropriation d'un espace global. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire
pour mon intervention. Merci beaucoup, Michel. Dis, le Crutzen dont tu parles, c'est le même qui est à l'origine, avec d'autres, du concept d'anthropocène? Oui, c'est le même. C'est le même qui a proposé ça? Oui, c'est le même. Paul Crutzen. Ah bon. Il a une double vie, celui-là. Non, je ne sais pas s'il a une double vie. Je pense qu'il est réellement extrêmement inquiet à propos du changement climatique et qu'il y a vu son... Donc, l'anthropocène, bon, à nouveau, j'ai voulu faire court, j'ai sans doute déjà fait trop long. Donc, l'anthropocène, c'est acter le fait qu'on change d'ère géologique. Et ça, je pense d'un point de vue avec un point de vue de paléoclimatologie, je pense que ça fait même plus débat. La question est nette. Donc, il a voulu alerter sur quelque part une rupture par rapport à notre histoire géologique. Et puis, il y a apporté sa solution que lui estimait, en tout cas, valoir la peine d'être étudiée. Mais merci beaucoup en tout cas pour cet exposé qui met en lumière donc ces différentes formes d'inégalité, tant en termes de responsabilité que de conséquences, qui sont l'une et l'autre inégalement réparties à l'échelle de la planète et qui peuvent d'une certaine façon amplifier les phénomènes justement de discrimination et d'injustice qui ont cours aujourd'hui, et puis de rajouter ces dimensions d'inégalité épistémique qui sont effectivement extrêmement intéressante. Alors juste, j'ai vérifié, Harding, son prénom c'est Sandra, voilà, comme ça. Merci. On lui a rendu son J'aurais dû, voilà. Non, ben voilà. Et alors... je veux te remercier Charlotte, moi, et remercier aussi tout le monde, parce que voilà, c'est vrai, je trouvais que Michel, tu concluais magnifiquement ce qui est l'aventure du Gris. Merci Louis aussi d'avoir mis après mon introduction plus générale, plus de points de précision que je trouve évidemment, je partage tout à fait l'importance de toutes ces multiples racines et pas que racines d'ailleurs de toutes ces pensées et donc voilà, c'était très chouette et ça, c'est comme toujours, ça donne envie de continuer le dialogue et vraiment c'est très intéressant de croiser les secteurs parce que on avait discuté avec Michel, mais d'entendre tout ça aussi et vraiment de continuer à faire ça au sein du Gris, c'est génial. Donc, merci. Voilà. Oui, merci vraiment à vous trois. C'était 3 exposés très clairs et d'une grande qualité. Ça nous a vraiment permis d'éclairer différents pans de cette thématique. Alors, on n'a pas tout dit, on n'a pas fait radicalement le tour, mais enfin, on a quand même vraiment soulevé, grâce à vous, on a pu réfléchir à pas mal de dimensions de la question et j'espère que ce sera de nature à nous dynamiser tous et nous motiver à poursuivre cette réflexion et à l'injecter aussi ces enjeux d'une écologie décoloniale dans nos propres recherches, dans nos propres manières de nous engager et de faire, voilà, de produire de la connaissance, quoi. Voilà, donc merci beaucoup. Et Nathalie, je te cède la parole pour l'agenda. Oui, merci beaucoup. D'abord, vite, merci pour la séance. Je me joins au remerciement d'Emmanuel. Je voulais juste vous dire que nous avons un mois de mars très chargé, c'est avec beaucoup de bonheur. Donc, il sera chargé par 2 séminaires et une lecture, puisque en plus de la séance d'aujourd'hui, nous aurons le 23 mars une séance qui s'intitulera « L'usage des sols pour l'agriculture et l'élevage dans la crise de la biodiversité ». C'est Caroline Eberding et Charles Paynes qui coordonnent la séance et les invités sont Nicolas Verreken qui va parler des pesticides, Christine Frison qui va parler de l'appropriation des semences et Patrick Meffroy qui va parler de l'utilisation des sols. Alors, j'envoie des mails, j'espère qu'ils vous parviennent. Si jamais vous n'êtes pas encore dans la liste ou que vous désirez inscrire d'autres personnes, n'hésitez pas à le mentionner parce que dans les mails, vous avez en général un lien qui vous permet d'avoir une description un peu plus détaillée de la séance et c'est le cas pour celle-là puisque Caroline nous avait donné un PDF avec une petite description du contenu. Et puis, donc, ça, ce sera le mardi 23 mars de 14 à 16 heures. Et alors, je dois annoncer de la part de Geneviève Fabry qui coordonne les lectures, la lecture du 30 mars de 10h45 à 12h45. Donc, les séminaires sont un peu plus formels avec 3 interventions en général de personnes qui travaillent autour d'un sujet commun avec des perspectives disciplinaires différentes, tandis que les lectures sont plus informelles et c'est des moments où
finalement, on constitue un corpus commun de lecture transversale. Et donc, voilà, l'exercice est un peu différent, mais je pense que les deux exercices sont complémentaires. Et donc, Geneviève, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, me demandait d'annoncer la lecture avec Pierre-Emmanuel Capras de Jean-Michel Valentin, Géopolitique d'une planète déréglée. Merci, Charlotte. Merci beaucoup. Et au 23 alors, c'est ça, hein, ouais. Au 23 mai, on se retrouve. Au revoir. Bonne fin de journée. Bientôt. Merci.